L'idée principale à retenir concernant le système électrique du cœur est qu'il y a des cellules réparties en nœuds, donc des petites masses, et en faisceaux, qui servent à générer et à conduire un signal qui fera contracter les oreillettes en premier, puis les ventricules. Et ce cycle se répète en moins une fois chaque seconde pour que le cœur batte 60 fois par minute par exemple. Et ce qu'on verra dans cette vidéo, c'est une façon astucieuse de mémoriser les noms et l'emplacement de ces nœuds et faisceaux, ainsi que le mécanisme de la génération et transmission de ce signal à travers le cœur. Je vous poserai une question à la fin pour que ce soit interactif. Tout commence dans l'atrium droit. On y trouve le premier groupe de cellules qui sont à l'origine du signal. Ce groupe se trouve près du sinus venarum, qui résulte du développement embryonnaire du cœur. Et ce dernier se trouve dans l'atrium droit. Ce premier groupe ou nœud est donc appelé nœud sinu-atrial ou nœud sinusal. C'est lui qui détermine en temps normal la fréquence ou rythme cardiaque, puisque plus il génère de signaux par minute, et plus il y aura de contractions cardiaques. Et son rythme est appelé rythme sinusal. Ce nœud sinusal est en communication avec l'oreillette gauche pour lui transmettre le signal ou un flux via le faisceau de Bachmann. D'ailleurs, en ajoutant 2 mains et 2 pieds, on obtient A-man, A-Bachmann. Et ce faisceau permet une conduction rapide et le signal atteint donc presque simultanément les 2 atriums qui vont par conséquent se contracter en même temps. Le signal a aussi besoin d'arriver au ventricule. Le nœud sinusal est donc connecté à un autre nœud entre les atriums et les ventricules. C'est donc le nœud atrio-ventriculaire. Et ces faisceaux qui relient entre les 2 nœuds sont les faisceaux internodaux. Et pour continuer, on va transformer ce nœud en tête de serpent. Ce dernier va tirer sa langue, qu'on appelle faisceau de His, comme le son que produit le serpent. Et comme la langue du serpent, le faisceau de His se divise en 2 branches, et ces branches donnent dans la paroi ventriculaire plusieurs divisions qui ressemblent à des places de parking et sont ainsi nommées réseaux de Purkinje. Parking-Purkinje. Pour récapituler, le nœud sinu-atrial est ainsi responsable de la contraction de l'atrium droit, le faisceau de Bachmann de la contraction atriale gauche. Le signal est ensuite transmis via des branches internodales vers le nœud atrio-ventriculaire, qui je le rappelle est une tête de serpent, puis passe dans le faisceau de His, qui est sa langue, et cette langue se divise en 2 branches. La gauche transmet ce signal aux cellules musculaires du ventricule gauche et la branche droite vers les cellules musculaires du ventricule droit, et ce via le réseau de Purkinje, qui par ses très nombreuses divisions fait penser à un grand parking. Mais pourquoi ce signal transmis entraîne une contraction musculaire? Faisons un zoom sur une de ces cellules pacemaker pour comprendre. Les cellules en général sont polarisées électriquement, c'est-à-dire qu'elles ont une différence de charge ou de potentiel, c'est pareil, entre le dedans et le dehors de leur membrane. Et plus précisément, il y a moins de charge positive à l'intérieur qu'à l'extérieur des cellules. On dit donc qu'elles ont une différence de potentiel négative. Et si on la mesure via un voltmètre disposant d'une microélectrode et d'une électrode normale, on trouvera une valeur avoisinant les moins 60 mV. Ces charges, ce sont celles des ions qu'on consomme via l'alimentation, comme le potassium abrégé en K+, par les Allemands, qu'ils appellent kalium, le sodium abrégé en Na+, pour natrium, ou encore le calcium abrégé en Ca2+. Mais quel est le lien de tout ceci avec la contraction? Bien, pour que l'atrium ou le ventricule se contracte, ces cellules musculaires doivent se dépolariser, c'est-à-dire qu'elles doivent inverser leur pôle électrique en ayant plus de charge positive à l'intérieur de la cellule, et cette dépolarisation leur est transmise par les cellules pacemaker, qui elles se dépolarisent automatiquement contrairement aux cardiomyocytes, aux cellules musculaires cardiaques, qui ont besoin de recevoir le signal à partir des cellules pacemaker directement ou indirectement via d'autres cardiomyocytes. On va donc voir quels sont les échanges d'ions qui ont lieu dans une de ces cellules pacemaker et qui conduisent à sa dépolarisation. Ces cellules pacemaker ont au début de leur cycle un potentiel de moins 60 mV. Et ce potentiel entraîne l'ouverture de canaux Na+, qui va entrer dans la cellule et positiver progressivement son potentiel puisqu'il y aura plus de charge positive à l'intérieur. Et à moins 50 mV, il y aura ouverture de canaux à Ca2+, transitoires, canaux de type T donc, qui vont positiver le potentiel et donc dépolariser, mais pas pour longtemps,
car comme on a dit, ils sont transitoires. C'est pour ça qu'à moins 40 mV, il y a ouverture de canaux calciques qui restent longtemps ouverts. Ce sont donc des canaux calciques de type L, longtemps, long lasting, et qui vont dépolariser les cellules pacemaker jusque plus 10 mV environ, puis se ferment. Et ce nouveau potentiel va ouvrir les canaux à potassium qui, eux, vont entraîner la sortie massive de potassium pour qu'il y ait à nouveau moins de charge positive à l'intérieur et donc une repolarisation. Et ce jusque moins 60 mV. Puis ces canaux à K+ se ferment pour pouvoir faire un autre potentiel d'action, car comme on a dit, ces moins 60 mV vont à nouveau ouvrir les canaux à sodium, puis les canaux calciques T et L, puis les canaux à potassium, et le cycle se répète encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour l'âme quitte le corps, puis repose en paix. Notez que j'ai placé tous les canaux participant à la dépolarisation à un même endroit, pour simplifier, mais bien sûr ils sont plusieurs et ont des localisations différentes. Les cellules pacemaker du nœud sinu-atrial se dépolarisent en premier en subissant ce potentiel d'action qu'on vient de décrire, puis transmettent cette dépolarisation via le système électrique du cœur aux cardiomyocytes, ce qui les fera contracter. Et par conséquent, les atriums, puis les ventricules, vont se contracter. Et lors de la repolarisation des cellules pacemaker, les cardiomyocytes se repolarisent aussi et le muscle cardiaque se relâche. Repolarisation, relaxation. Petite note pathologie. Le nœud sinusal est normalement responsable du rythme cardiaque entre 60 et 100 battements par minute, mais suite à une crise cardiaque, ou dans le jargon médical infarctus du myocarde, les cellules composant le nœud sinusal peuvent mourir par manque d'oxygène, et les faisceaux internodaux prendront le relais, et la fréquence baisse alors à 55-60 battements par minute. Et s'ils sont aussi lésés, le nœud auriculo-ventriculaire prendra le relais avec une fréquence encore plus basse. Puis le faisceau de His, puis ses branches, puis si tout ce qui précède ne peut assurer sa fonction, les fibres de Purkinje s'occupent de générer les influx électriques, mais à une fréquence entre 20 et 40 battements par minute seulement. À présent la question, pouvez-vous citer dans un ordre chronologique les constituants du système électrique cardiaque? Réponse dans les commentaires sous la vidéo. Vous êtes invité à nous rejoindre sur notre page Facebook Dr Astuce. J'espère que vous avez tout comme nous passé un bon moment. Rendez-vous sur la prochaine vidéo, Inch'Allah.